Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un ingénieur agronome qui s'occupe des programmes d'une ONG qui lutte contre la faim dans le monde. Roger de Surchère, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur agronome, vous êtes responsable de programme à l'ONG Food for the Hungry, FH en français, qui a son siège à Genève. Et puis, en deux mots, si vous aviez à nous dire en quoi consistent les activités de l'ONG pour laquelle vous travaillez, qu'est-ce que vous diriez ? Justement, c'est une organisation qui lutte contre la faim, en particulier dans les pays les plus touchés dans le monde, et puis plus largement, qui lutte contre toute forme de pauvreté. Donc finalement, vous n'amenez pas de la nourriture sur place, mais vous tentez plutôt de former les agriculteurs pour qu'ils aient davantage de production, pour qu'ils soient vraiment à même de mieux entretenir leurs terres ? On fait les deux. Il y a aussi une unité d'aide d'urgence à Food for the Hungry, à FH, pour venir en aide en cas de catastrophe, de crise urgente. Mais c'est vrai que sinon, on vise des solutions à long terme, basées sur l'agroécologie, pour pouvoir produire de façon durable. Ouais. Et pourquoi est-ce que votre ONG a décidé un jour de promouvoir l'agroécologie ? Parce que c'est quand même pas si vieux que ça. Non, c'est vrai, l'agroécologie, ça date de la fin des années 70, ça a été popularisé ensuite et c'est devenu mainstream presque, on peut dire, depuis les années 2000. Mais pour nous, c'était important d'aller dans ce sens parce qu'au début, on travaillait plus sur les questions de sécurité alimentaire, donc disponibilité de la nourriture, mais sans se préoccuper beaucoup de savoir d'où elle vient, comment elle a été produite. Et on s'est rendu compte que ça avait une influence capitale de savoir de quelle façon on produit cette nourriture et pas seulement de fournir n'importe quelle nourriture aux gens. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des axes importants d'engagement de votre ONG. Alors, Food for the Hungry a plusieurs branches dans le monde et en particulier pour notre branche suisse, on travaille fortement sur la promotion de l'agroécologie, oui. Alors, je vous propose de voir un premier extrait d'un film que votre ONG a réalisé, un film qui est signé Mathieu Heiniger et qui s'intitule « La Terre, mon ami ». Et cet élément va nous permettre un petit peu de découvrir une définition de l'agroécologie. Agroecology has so many objectives. Objective number one, the biodiversity of the project. Agroecology introduces many enterprises on a farm. Even myself, I was just cultivating only one crop, cereals. I didn't have the dairy project. I didn't have the tree nursery beds. Very soon I'm introducing poultry. So agroecology has so many enterprises that can be carried out on the same farm. As I said, I was a cereal farmer. And we were spending a lot of money to buy chemicals, both pesticides and chemical fertilizers. And if you couldn't go for chemicals and if you don't buy the fertilizers, like DAP, NPK, and the others, there would be no harvest. Now, in this project, agroecology, we have reduced that because now we can make our own organic pesticide. I can make it. We can even make organic liquid fertilizer. C'est intéressant, Roger de Surchère, de voir ce que ce paysan ougandais affirme. Pour lui, finalement, l'agroécologie, c'est une opportunité extraordinaire de lui redonner son indépendance de paysan. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup Moses. Il est aussi pasteur à côté d'être... D'accord, c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement. Voilà, il est aussi pasteur à côté d'être paysan. Et puis, il nourrit sa propre famille, en plus de son ministère de suivi, de visite, de pasteur. Et on voit que c'est quelqu'un qui est entreprenant. Il a compris que l'agroécologie, c'était une diversité de production. C'est la diversité de la vie, c'est promouvoir la vie de diverses manières. Donc, il a rajouté l'atelier vache laitière, etc. Il a rajouté des activités et il a substitué les produits chimiques qu'il devait acheter par des produits qu'il peut produire lui-même. Donc il quitte une sorte de monoculture céréalière dont il parlait pour avoir une ferme finalement plus traditionnelle avec finalement une sorte d'interdépendance entre les différents secteurs de production
qui font que finalement il y a du fumier, il y a toute une série d'éléments qui permettent d'encourager à une production plus saine de produits agricoles. Voilà, tout à fait. Et sans aller dans le détail de tout ce qu'il fait, on voit simplement de façon générale que pour lui, la situation s'améliore. Et souvent, c'est le contraire. On pense qu'en agriculture conventionnelle, bien industrialisée, on peut avoir des revenus confortables qui vraiment nous mettent à l'abri du besoin. Et lui, il vit l'expérience contraire, c'est-à-dire qu'en supprimant ces intrants dont il n'a plus besoin, et en travaillant de façon améliorée avec la nature, en diversifiant ses productions, il arrive à être plus à l'aise qu'avant. Et en fait, c'est ça le modèle pour nous. Est-ce que finalement votre ONG s'inscrit dans une dynamique un peu de polémique à l'endroit des grands vendeurs de pesticides et d'intrants qui sont souvent très actifs en Suisse ? Oui, alors là, je prendrai l'exemple donc de l'Ouganda où se trouve Moses ou bien d'autres pays d'Afrique dans lesquels nous travaillons, en Afrique des Grands Lacs. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui fournissent des échantillons gratuits d'engrais. Et puis c'est vrai que c'est impressionnant quand on met de l'azote sur une plante, ça la booste vraiment, c'est très impressionnant. Donc les gens ont tendance à acheter ces engrais chimiques parce que c'est impressionnant, mais nous pensons que ce n'est pas durable et nous pensons qu'on peut avoir un effet plus à long terme meilleur qui à la fois permet quand même de produire beaucoup, mais tout en ménageant la vie du sol et en permettant d'avoir une fertilité à long terme et pas à court terme. Alors je vous propose de découvrir maintenant un autre extrait de ce documentaire qui s'intitule « La Terre, mon ami ». Le paillage, c'est vraiment une méthode hyper importante en permaculture, en agroécologie, ne jamais laisser la terre à nu. Et on redonne à la terre ce qu'elle nous donne en légumes, on la nourrit et on la paille pour que l'eau reste bien dans le sol, pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. En faisant le paillage, le sol est protégé contre les intempéries. Et les pluies fortes et le soleil, c'est dire que le sol est vraiment bien protégé. Je protège mon sol contre l'érosion en créant les haies anti-érosives. Sur ces haies, je plante le pénicétum. Ce pénicétum va servir d'alimentation au bétail. Et le bétail va me donner du fumier pour la culture. C'est-à-dire que c'est un cycle. Alors Roger de Surcher, je découvre que vous connaissez chacun de ces paysans. Il est impressionnant, ce paysan qui arrive à théoriser sur l'importance de ce cycle de la vie. Oui, alors c'est très intéressant de parler avec Jean-Claude, qui est un paysan et à la fois un conseiller agricole, il a aussi cette fonction. Et il fait partie de ce qu'on appelle les paysans modèles pour nous, c'est-à-dire ce sont des sortes de promoteurs de l'agroécologie parce qu'ils ont compris certains principes qu'ils appliquent, comme lui applique très bien l'agroforesterie, le paillage, etc. Ils sont capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que Jean-Claude a fait une évolution dans son parcours, puisqu'il a un certain âge et il a commencé avec une vision conventionnel de l'agriculture et aujourd'hui c'est un promoteur de l'agroécologie. C'est vraiment un exemple pour nous. Et du point de vue concret, cette dynamique de paillage des sols, hein, on voit quelques images en Suisse dans un premier temps, puis après ce paillage aussi en vigueur en Afrique, c'est pour vous quelque chose d'important aujourd'hui à essayer de mettre en place ? Tout à fait, ça fait la promotion de la vie du sol, donc ça nourrit, la paille est décomposée par les micro-champignons, ça permet ensuite à toute la vie du sol de prospérer et surtout ça protège de l'érosion qui est un énorme problème dans le pays qu'on a vu là au Rwanda, puisque presque toutes les rivières sont brunes au Rwanda, c'est-à-dire chargées de sol qui descendent des pentes. Et grâce au paillage ou bien à la couverture vivante, si on met des cultures aussi au pied des bananiers, par exemple, pour protéger de l'érosion. Soit le paillage, soit la couverture vivante protège de l'érosion et c'est hyper important pour garder la fertilité dans ces sols. Donc aujourd'hui, un peu le modèle en Suisse du jardin bien réussi, c'est un jardin sans mauvaises herbes, sans paille, vraiment nickel, les plantes bien alignées. Pour vous, ce n'est pas du tout le modèle à promouvoir.
C'est-à-dire que le modèle pour nous, c'est la création de Dieu. La création de Dieu, si vous allez dans une forêt, c'est rare de voir une monoculture. C'est vrai que sur le plateau suisse, on voit parfois des forêts de haies tracées genre monoculture, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Si on regarde bien, on voit qu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs types de plantes. Et c'est ça qu'on veut imiter dans notre jardin, parce que c'est de cette façon que la nature fonctionne le mieux. Et nous devons nous inspirer de ce que Dieu a fait pour pouvoir viser l'abondance dans nos jardins. Et comme Sylvie l'a dit dans le film, hein, la paille remplace l'herbicide, hein, c'est-à-dire que ça permet aussi, si c'est bien fait, d'empêcher la croissance des plantes dont on ne se sert pas pour notre nourriture. Des plantes adventices, hein, c'est ça, pas les mauvaises herbes, mais les plantes adventices. Et puis de favoriser les plantes qui nous intéressent. Alors, je vous propose maintenant de découvrir un nouvel extrait de ce documentaire qui s'intitule « La Terre, mon ami ». Et cette fois, nous allons parler compost. Igituma nakoze nyabarega yo hejuru nashatse kubikora kubera yuko nyabarega yo hejuru irimwo ibyunyunyu byose uyikoresheje nta mavu y'ikizungu ushobora gukoresha kandi igituma nari kumwe n'abajya twari kumwe twayifashanije kuyikora bajya nabanywanyi nigishije kugira nabo bace babikora mu hiri wabo. Roger Turcher, lorsque vous regardez ces images, qu'est-ce que ça génère en vous? Parce que vous connaissez Adélaïde, donc la femme qui parle. Oui, c'est toujours touchant de voir de quelle façon ces personnes sont transformées. Je ne dis pas que c'est que grâce au travail de FH, de Food for the Hungry, mais quand même, ils ont été mis en route grâce à l'accompagnement qu'ils ont pu recevoir. C'est quand même des gens, dans la plupart de ces pays où nous travaillons, en Afrique des Grands Lacs, qui malheureusement ont vécu la guerre. Certains ont perdu des proches, comme elle et d'autres. Et c'est merveilleux de voir comment ils peuvent se relever. Et aussi, en tant que paysans, puisque la plupart sont des paysannes ou des paysans, et retrouver la fertilité, retrouver l'abondance, retrouver des cultures multipliées, des rendements multipliés par 2, par 3. La moyenne, c'est 3, c'est une moyenne pour nous. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Bien sûr, le climat est favorable, mais quand même, c'est énorme par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et grâce, en fait, à ces méthodes agroécologiques, dont le compost que Adélaïde le compost à chaud, racontez-nous, c'est quoi ce compost à chaud? Parce que finalement, on a l'impression d'avoir en face de nous là une sorte de tas de fumier tel qu'on le connaîtrait en Suisse. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est ça? Voilà, non, il y a des couches parce qu'il faut respecter la proportion entre matériel riche en carbone, matériel riche en azote. Donc, il y a des explications pour faire différentes couches. Et puis, effectivement, on utilise quand même du fumier animal aussi comme sorte pour ensemencer avec les micro-organismes le compost. Et ensuite, ça va se multiplier et ça va aussi fertiliser la terre, la dynamiser avec les micro-organismes qui sont présents. Et pourquoi à chaud? À chaud parce qu'il faut quand même monter une certaine température. Alors, c'est pas 100 degrés, mais ça peut approcher des 70 degrés parce que il faut pas prendre le risque de multiplier certains pathogènes qui pourraient être présents dans les excréments des animaux, puisqu'on travaille avec des excréments de divers animaux. Et donc, c'est plutôt pour un peu améliorer ce côté-là qu'on fait le compost à chaud. Alors, ce qui m'a frappé en regardant ce documentaire, c'est vraiment l'accent que vous mettez sur l'importance de réassocier agriculture et élevage. Ça, c'est vraiment une clé de l'agroforesterie, une clé à la fois en Afrique, mais peut-être aussi en Suisse. Oui, c'est une clé pour l'agroécologie. Souvent, on a besoin vraiment du fumier animal. Et ce n'est pas pour rien que cette association existe depuis des milliers d'années partout sur la planète, là où les humains cultivent, ils ont des animaux. Et parfois même, parfois ce n'est même pas pour la viande. On voit souvent en Afrique, en fait, les gens ils disent qu'ils ont les chèvres ou la vache, c'est pour le fumier en fait. Parce que ça ensemence, ça permet d'apporter les micro-organismes nécessaires pour redonner la fertilité au sol. Un sol qui n'a pas les micro-organismes nécessaires n'arrive pas à faire les échanges nécessaires dans le sous-sol pour pouvoir donner les nutriments ensuite à la plante. Et ces nutriments sont disponibles pour la plante quand le sol est riche en micro-organismes.
On a parfois comme représentation de l'avenir de l'agriculture dans le monde, et notamment en Afrique, de se dire que finalement la mécanisation est quelque part essentielle. Finalement, vous vous inscrivez avec l'agroécologie en faux par rapport à une telle perspective. C'est vrai que dans l'agroécologie, comme on valorise la diversité, j'ai parlé de la forêt avant, qui est un mélange de différentes espèces, et on ne peut pas rentrer avec un tracteur dans une forêt, ça paraît évident. Et si notre modèle c'est la forêt, ben c'est vrai que des fois c'est pas facile à mécaniser parce qu'on mélange toutes sortes d'espèces. Mais en même temps, on a moins besoin de cette mécanisation parce qu'on a cette fertilité abondante sur des petites surfaces. Donc on peut les travailler à la main. Il y a des gens qui peuvent vivre, et d'ailleurs ils n'ont pas plus de terres disponibles que ça, moins d'un hectare dans ces pays du Rwanda, du Burundi, et ils doivent vivre avec ça, et ils y arrivent à la main. Et donc c'est vraiment un succès énorme. En même temps, je ne suis pas contre la mécanisation en tant que telle. Il y a des tâches très rébarbatives, surtout dans la transformation des produits agricoles, mais ça peut être pour le semis, pour d'autres choses, où c'est très bon de mécaniser. On n'est pas non plus... on n'est pas là pour voir le paysan souffrir s'il fait un travail trop difficile et trop rébarbatif ou trop lourd. Mais ce n'est pas une mécanisation qui va tuer la vie du sol. C'est là qu'il y a une limite. Et c'est là que... Donc finalement, vous refusez là les labours profonds, vous êtes plutôt dans une dynamique de labourage des toutes petites surfaces ou d'une profondeur de 5 cm au maximum. Voilà, c'est-à-dire qu'un indicateur, c'est le nombre de vers de terre. Si on voit qu'après un certain nombre d'années de travail du sol, il n'y a presque plus de vers de terre, on pourrait aussi compter les autres sortes de micro-organismes du sol, on voit que notre sol est en train de mourir, c'est-à-dire il ne contient plus la vie. Et là, c'est un signe que le travail du sol est exagéré, n'est pas favorable. Alors je vous propose de voir une dernière séquence de ce documentaire, La Terre, mon ami. Sans faire les techniques d'agroécologie, nous devenons des tueurs. Avec l'agroécologie, nous cohabitons avec la terre, nous cohabitons avec l'entourage. En travaillant le sol, on essaie de ne pas détruire. Je fais du bien au sol, à la terre, parce que la terre, elle est enrichie. Elle aussi, elle me donne de bons résultats. Moi et la terre, nous sommes en fait des amis. Je suis fidèle à ma terre, tout comme elle est fidèle à moi. C'est une bonne réconciliation alors. Roger Tschurcher, alors ce paysan a des propos très, très vifs. Il dit sans pratiquer les techniques d'agroécologie, nous devenons des tueurs. Il va pas un peu fort, ce paysan du Rwanda? Ouais, peut-être une question de langue, hein. Le français n'est pas sa langue maternelle. Mais quand même, c'est pour dire que là où l'homme passe, parfois le désert suit. Et vous diriez que la terre trépasse? Voilà, donc c'est-à-dire que ce que nous voudrions, c'est que là où l'humain s'établit, il y ait une profusion de vie, comme un oasis. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de vie, de plus en plus d'espèces. Et malheureusement, on voit parfois le contraire, c'est que là où l'homme s'établit, il y a de moins en moins d'espèces. On le voit aujourd'hui, les oiseaux sont en disparition dans certains coins, les insectes sont en disparition en Europe. C'est une hécatombe, c'est une catastrophe écologique. Au niveau de la biodiversité. Et donc, on doit trouver d'autres façons de produire notre nourriture pour ne pas être des tueurs de cette biodiversité, mais au contraire, la renforcer, au contraire, avoir plus de vie quand l'être humain est là que quand il n'est pas là. Ça peut se faire, par exemple, à la lisière des forêts, entre deux systèmes, entre un système prairie et un système forestier au niveau écologique. Entre deux, il y a la lisière et c'est l'endroit où il y a le plus d'espèces vivantes. Et on peut favoriser ça dans l'agriculture, ça s'appelle l'agroforesterie. Et donc, on encourage à avoir encore plus d'espèces que si c'était seulement la forêt ou seulement la prairie. Ce paysan du Rwanda a une jolie formule, il parle de renouer une amitié avec la terre. C'est très fort, ça. Oui, et je trouve qu'on a peut-être exagéré un petit peu avec cette mise à distance de la Terre qu'on a effectuée. Hein, une sorte d'objectivation, où finalement c'est devenu voilà. Une sorte d'instrument que l'on travaille, une sorte de notre chose, quoi.
Voilà, cette chosification de la terre, hein, depuis la Renaissance, ou je ne sais pas depuis quand, a quand même eu des impacts très négatifs. Et à mon avis, comme saint François d'Assise le disait, on peut appeler certaines parties de la création aussi ma sœur, mon frère. Et je pense qu'on a besoin de retrouver ça pour se réconcilier avec le reste de la création et comprendre qu'on fait partie de cette création et que nous pouvons être ensemble ces porteurs de vie. Vous avez une jolie formule vous-même, vous dites que nous avons, en tant que chrétiens, à vivre une 4e réconciliation. Alors, en 2 mots, expliquez-nous. Oui, alors je milite pour la 4e réconciliation. Donc, il y en a 3 d'abord. Quelles sont-elles ? La première avec notre Père du ciel, avec Dieu le Père. Bien sûr, la 2e avec nous-mêmes, notre identité, d'être réconcilié avec qui nous sommes, notre identité d'enfant de Dieu. Et puis, le sens premier de la réconciliation. Avec donc notre prochain. Les uns avec les autres. Et puis, quand on a fait ça, on se dit, ben voilà, si vraiment je vis ces choses, alors je suis vraiment un disciple de Christ. Et puis, il me semble que... ça ne suffit pas. Il manque la dernière, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Dans Marc, par exemple, il y a plusieurs passages où on parle d'annoncer la bonne nouvelle. Dans Marc, il est précisé... Donc dans l'évangile de Marc... L'évangile de Marc, à toute la création. C'est-à-dire non seulement à tous les humains, mais une bonne nouvelle annoncée à la création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la réconciliation concerne aussi cette création. Et donc pour moi, ça veut dire on peut vivre en tant qu'humain, on peut produire notre nourriture aussi de façon équilibrée qui fait la promotion de la vie. Même si parfois on a l'impression quand même que dans la nature, il y a toute une série de prédateurs, il y a toute une série de maladies. On peut prendre toute une série d'exemples concrets. Dans un jardin, on se retrouve avec des mulots qui vous mangent vos salades. Si on a un verger, on se retrouve avec toute une série de champignons, d'insectes qui mettent à mal vos fruits. Finalement... est-ce que c'est pas une perspective un peu trop idéaliste d'imaginer qu'on puisse être amis avec la terre ou réconcilié avec la terre? Oui, en particulier pour les gens qui ont un petit jardin, des fois cohabiter avec les limaces, c'est pas évident, je suis d'accord, je le vis moi-même. Mais c'est vrai qu'on peut apprendre à trouver des solutions pour que la nature, dans sa diversité, trouve son équilibre. Et dans cet équilibre, que nous puissions avoir notre part, et même une part abondante, et avoir suffisamment à manger. Et je crois que c'est ça notre objectif, et que c'est possible de le faire sans utiliser des produits en seed, des produits donc insecticides, qui tuent. Les pesticides qui tuent, quoi. Et c'est dans ce sens-là que je rejoins cette phrase dite par Jean-Claude dans le film. Et nous pouvons effectivement produire de l'abondance, avoir suffisamment pour tout le monde sur cette planète, tout en promouvant la vie, et plutôt que d'utiliser des produits qui diminuent cette vie en cas de problème. Alors, voilà, vous êtes très engagé en tant qu'ingénieur agronome dans ce plaidoyer en faveur de l'agroécologie, à la fois ici en Suisse, mais aussi en Afrique ou dans les pays du Sud. Du point de vue du bilan que vous tirez d'un tel engagement, vous avez l'impression que sur la durée, vous permettez à des gens, en Afrique en tout cas, de mieux vivre? Oui, tout à fait. Donc, vous avez des résultats concrets? On a des résultats concrets, on a des évaluations faites par des experts externes. Donc nos propres évaluations en tant que Food for Hungry montrent que les rendements sont multipliés. C'est le premier indicateur dans la production. C'est combien de tonnes sont produites par hectare, etc. Donc on voit quand même qu'on peut multiplier la production en utilisant ces méthodes, en renonçant totalement, comme en agriculture biologique, aux produits pesticides. Donc on peut produire suffisamment. Et puis, pour nous, ça prouve qu'il n'est pas nécessaire d'acheter ces produits ou de continuer à faire la promotion de ces produits, comme le font certaines politiques. Souvent, par exemple, dans certains pays, on veut promouvoir l'entrepreneuriat agricole pour les jeunes en Afrique. Et la première mesure qu'on prend, c'est de subventionner les intrants chimiques, parce qu'on pense que c'est ça la clé pour qu'on puisse produire suffisamment. Et nous pensons que ce n'est pas nécessaire, mais au contraire, s'inscrire dans cette dynamique de vie. Plus de vie, plus d'éléments vivants dans le sol, plus de biodiversité à la surface du sol, produit aussi plus de nourriture. Roger de Surcher, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, que vous êtes chargé de programme dans le cadre de FH, une ONG qui lutte contre la faim et qui
par rapport à la Suisse et au monde francophone est installé à Genève. Et tout au long de cette émission, je rappelle que nous avons bénéficié d'un documentaire qui s'intitule « La Terre, mon ami » et qui est signé Mathieu Heiniger. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.